Une petite phrase qu'a écrit Francesca Albanese. Si la paix a vraiment commencé et que Gaza n'est pas une zone de combat, cela signifie que les journalistes internationaux peuvent venir et que, entre autres, la Global Soumoud Flotilla peut reprendre ses convois humanitaires, n'est-ce pas? Où Israël a-t-il toujours peur des observateurs internationaux? L'association de la... Alors ça c'est un autre sujet, celui de la presse étrangère. L'association de la presse étrangère à Jérusalem avait fait une demande auprès de la Cour suprême israélienne pour les autoriser à rentrer à Gaza. La Cour suprême israélienne, sur la demande, n'est-ce pas, du gouvernement israélien, a reporté de 30 jours cette décision. Donc ça, c'est une des infos qui date d'hier ou d'avant-hier. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir ce que le vice-président Vance a dit de cet accord. Cet accord sur Gaza est un élément essentiel pour débloquer les accords d'Abraham. Vous savez tous ce que sont les accords d'Abraham entre les pays arabes et Israël. Il pourrait permettre la mise en place d'une structure d'alliance au Moyen-Orient qui perdure et permette aux gens bien de cette région de se mobiliser et de prendre les choses en main. Bien entendu, il redit qu'il faut désarmer le Hamas et reconstruire Gaza, mais aussi de s'assurer que le Hamas ne soit pas une menace pour nos amis en Israël. À ce sujet, j'ai aussi entendu une info comme quoi, par rapport aux négociations en ce moment en cours en Égypte, ce que les États-Unis ils ont dit, c'est qu'il faut que ce soit que des pays amis d'Israël qui fassent partie de cette, je ne sais plus comment on appelle ça, voilà, de ce groupe de gens internationaux qui vont vérifier et contrôler la situation à la bande de Gaza et continuer les négociations de paix. Et la Cour internationale de justice de La Haye a rendu de nouveau un avis sur les obligations d'Israël envers les organismes fournissant une aide aux Palestiniens à Gaza. Et donc là, après des recherches, des études, elle a estimé mercredi que l'État hébreu n'avait pas prouvé qu'une partie du personnel de l'UNRWA, je rappelle que c'est l'Union des Nations Unies pour les réfugiés, était membre du Hamas. Concernant les atteintes à Gaza, la violation du cessez-le-feu, qui était arrivé, le cessez-le-feu, le 10 octobre. D'après les données palestiniennes, il a été rompu au moins 80 fois depuis, par des bombardements de tirs sur les civils et pour approcher ces fameuses lignes invisibles qui sont les lignes jaunes tracées pour que les Palestiniens ne franchissent pas ce qui est proche de la partie contrôlée par Israël et qui est très mal définie et qui, comme par hasard, ces lignes jaunes, elles sont très proches des points de distribution alimentaire, des quelques-uns qui sont en marche, puisqu'il y en a beaucoup qui sont fermés. C'est une correspondance d'un camarade qui est en Arabie Saoudite et qui s'intitule « Les régimes arabes à nouveau pris la main dans le sac ». Un article du Washington Post du 11 octobre révèle que plusieurs États arabes, notamment l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Qatar, ont développé une coopération militaire et de renseignement renforcée avec Israël. Et cela, au moment même où officiellement, ils formulaient des critiques à l'encontre du génocide à Gaza. En 2020, les accords d'Abraham, dont Catherine vient de parler, avaient constitué un tournant. Les Émirats arabes unis, Bahreïn et dans une moindre mesure le Maroc et le Soudan ont officiellement normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël. Ces accords ont ouvert la voie non seulement à des échanges économiques, mais aussi à des coopérations sécuritaires visibles, exercices conjoints, infrastructures partagées, etc.
Un exemple, les Émirats arabes unis ont octroyé dès 2022 un contrat de 53 millions de dollars à la compagnie israélienne Elbit Systems pour des avions destinés à leur armée de l'air, tandis que le système de défense Barak, conçu en Israël, a été discrètement déployé aux Émirats. Bonjour, je voulais vous parler ce matin d'un événement, le premier événement international organisé par les Palestiniens et les Palestiniens de Gaza, à Gaza, qui est un événement culturel, le Festival international du cinéma au féminin de Gaza. Il va s'ouvrir demain avec un film de la réalisatrice tunisienne Kautar Benania, qui est un film historique sur un épisode à Gaza de cette jeune fille, 6 ans, qui a été tuée alors qu'elle appelait les secours, qui était tuée par l'armée israélienne dans la voiture de sa famille. En Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, 45 personnes, dont un enfant et d'anciens prisonniers, ont été arrêtés lors d'un raid de l'armée israélienne dans les gouvernorats d'Hébron, de Ramallah, de Kalkilia et de Tulkarem, entre donc mardi et mercredi. Les arrestations des forces israéliennes qui, en plus, ont vandalisé les maisons et agressé à plusieurs reprises des personnes arrêtées et leurs proches. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, lundi 13 octobre, près de 200 personnes ont été arrêtées en Cisjordanie occupée. La plupart sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Une fois en prison, leurs peines peuvent être étendues sans limite. C'est le principe de la détention administrative, la privation de liberté illégale au regard du droit international. Aujourd'hui, plus de 3500 Palestiniens de Cisjordanie, dont une centaine d'enfants, ont été placés en détention administrative dans les prisons en Israël. Le directeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Cisjordanie, Roland Friedreich, a déclaré que les 3 camps de réfugiés de Jenin, de Tulkarem et de Nur Shams ont été vidés et les résidents sont activement empêchés de revenir dans leurs habitations. La violence des colons et l'expansion des colonies se sont intensifiées, poussant les communautés palestiniennes vulnérables à quitter leurs terres dans des conditions de plus en plus coercitives qui ouvrent ainsi la voie à l'annexion. L'avenir de Gaza et celui de la Cisjordanie ne font qu'un. Un retrait de Gaza ne doit pas devenir une occasion de renforcer l'emprise de l'occupation ailleurs. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a documenté 71 attaques de colons en Cisjordanie entre le 7 et le 13 octobre, dont la moitié sont liées à la récolte des olives. OCHA a expliqué que les colons ont attaqué les Palestiniens dans 27 villages de la Cisjordanie, causant des blessés et des dommages aux biens, soulignant que les attaques ont consisté à attaquer les agriculteurs, à voler des récoltes, des équipements ou à saccager des olives. Je viens de lire ce matin, je crois, un article, je ne sais pas si c'est dans Le Monde, où il est fait mention qu'il n'y a pas un jour en Cisjordanie, depuis la récolte des olives, où il n'y a pas des Palestiniens qui sont agressés par les colons.